That nigga weird, he done died so many times, but still here, why am I here? Des fois, j'ai peur de celui qui se trouve sur mon miroir. Ce gars est étrange. Il est mort plusieurs fois, mais il est toujours là. Pourquoi suis-je là? Ces phrases résument à merveille l'existence de Lil Wayne, aussi bien au sens propre qu'au figuré. Bien qu'il soit l'un des rappeurs à avoir eu la carrière la plus longue et la plus prolifique de tous les temps, Weezy est également celui qui a dû renaître de ses cendres le plus de fois. Avec le recul que nous avons aujourd'hui sur sa carrière, on peut distinguer aisément ses différentes vies de rappeurs et comment chacune ont marqué le hip-hop et la pop culture à jamais. Dans cette vidéo, nous allons donc revenir sur les différentes vies de Lil Wayne et comment chacune d'entre elles ont pu marquer des générations entières. 100e épisode. On va pas quand même rester dans ce décor. Eh, on change tout, on change tout. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 100e épisode du Lifestyle Décodeur. Bon, comme promis, voici un nouveau décor. Alors, j'en avais parlé, je crois, à l'épisode 90 ou 91. Je vous ai dit qu'on n'allait pas passer l'épisode 100 sans qu'il y ait un nouveau décor, donc le voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais pas revenir en détail sur tous les détails du décor parce que comme vous le voyez déjà, cette vidéo est très longue, mais je vais faire une vidéo où justement je vais revenir sur les petits détails et je vais présenter le graphiste, le technicien qui m'a fait ce décor magnifique, ok? J'ai déjà mis son nom dans la description et je vais réserver une vidéo où on va pouvoir parler ensemble parce qu'il a vraiment fait un travail génial en termes de 3D réaliste, ok? Bon, les bonnes nouvelles ne sont pas terminées, le site Iconic est enfin terminé. Je lance le pré-lancement jusqu'au 7 novembre. Je m'explique. Le site Iconic est probablement le plus gros projet pour Iconic parce qu'il a vocation à aller encore plus loin dans notre mantra qui est de divertir, apprendre et inspirer notre communauté. Et comment on va faire ça? C'est avec du contenu. Donc on va faire des LSD en exclusivité sur le site, des vidéos conseils, ça peut être comment développer ta direction artistique ou alors comprendre les 3 contrats dans l'industrie de la musique et comment faire le meilleur choix. Ces vidéos-là seront d'ailleurs réalisées très souvent avec des experts. En plus de ça, il y aura un Discord mis à disposition où vous pourrez échanger entre vous et vous pourrez poser des questions à moi et à mon équipe sur votre projet. Ça peut aller du j'ai envie de sortir ce single, qu'est-ce que tu en penses, à quelle stratégie à ton avis on devrait mettre en place pour ce single. On fera des réponses qui seront concises et efficaces. Alors il y a 2 offres. La première c'est Lil Prem, c'est le titre, le nom me fait rire, qui donne accès au contenu que j'ai énoncé plus tôt. Et la seconde offre sera Major qui te donne en plus de ça la possibilité d'échanger avec moi et mon équipe. Alors pour le pré-lancement, je mets à disposition un code de réduction du nom de Major21 qui te donne la possibilité d'avoir une vraie réduction sur 1 an. Pour l'offre Lil Prem qui est normalement de 9,90 € par mois, elle baisse à 6 € par mois pendant 1 an. Et pour ce qui est de l'offre Major qui est normalement à 14,90 €, descend à 10,90 € par mois. Donc ce code de réduction est disponible jusqu'au 7 novembre à minuit, après quoi il n'est plus possible de profiter de l'offre. Donc si tu as envie de tester le site, c'est le moment et de toute façon il n'y a pas d'engagement. Tu peux t'arrêter n'importe quand. Tous les liens se trouvent dans la description et d'ailleurs dans le lien en question, tu trouveras une vidéo sur le site qui explique un peu plus ce qu'il y aura dans les premiers super lancements. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Le 27 septembre 1982, Jacida Carter met au monde Dwayne Michael Carter Jr. alors qu'elle n'a que 19 ans et qu'elle vient à peine d'avoir son bac. À ses 21 ans, la jeune mère se marie avec Dwayne Michael Turner, le père biologique de Dwayne, qui se révèle être un homme non seulement abusif, mais absent. He forced me and my mom to live with his mom till I was like 5. But he didn't live there. He just would come drop by every other day to beat my mom. And then leave. Cette relation dure jusqu'au 5e anniversaire de Dwayne, après quoi son père biologique décide de les abandonner pour toujours. Donc la mère de Lil Wayne, Jacida, décide de se mettre avec un second homme, Terry, qui ne sera pas non plus des plus tendres. D'ailleurs, Lil Wayne raconte une anecdote dans le morceau Playing With Fire. Ils finiront également par se séparer. Enfin, la mère de Lil Wayne rencontrera un 3e homme du nom de Reginald McDonald, plus connu sous le nom de Rabbit, avec qui Jacida et Dwayne noueront une vraie attache émotionnelle. Dwayne l'appellera même papa. Rien qu'en retraçant la vie sentimentale de la mère de Wayne, ça te donne déjà un ordre d'idée du niveau de stabilité du foyer dans lequel Dwayne
a vécu. Et là, je n'ai même pas encore parlé du quartier dans lequel il a grandi, Holly Grove. Un quartier très pauvre et très violent de la Nouvelle-Orléans, connu pour son taux de meurtre très élevé par rapport à la moyenne nationale. Entre les années 80 et 90, les coups de feu faisaient partie du quotidien pour les habitants du quartier. Et Dwayne s'en était pleinement accoutumé. Alors jusqu'ici, on est dans une histoire relativement classique de rappeur. Quartier difficile, situation familiale compliquée. Sauf que contrairement aux autres, Lil Wayne est animé extrêmement jeune d'une passion et d'un talent inné pour ce qu'on appelle le rap. Dwayne va développer de façon très précoce une passion pour cet art et va impressionner tout son quartier. Dès l'âge de 9 ans, Dwayne, sous le nom de Baby D, est dans le bloc à faire des battles avec des rappeurs qui ont 2 fois son âge. C'est ainsi qu'il devient une sorte de petite mascotte, une petite star de son quartier. Here comes a 9-year-old grabbing the mic, talking about what this 17 or 18-year-old boy just finished talking about. Probably talking about it a little better than him. À la maison, bon, c'est un petit peu différent. Il est un petit peu moins apprécié pour son talent pour le rap. Sa mère lui avait même demandé d'arrêter ça, ce qu'il n'a bien entendu jamais fait, d'ailleurs pour notre plus grand plaisir. We used to always write and stuff. I said, well, put that up. You ain't getting away with that. You know, stuff like that. You know, kids used to come knock on the door, but I didn't know why everybody kid was coming knock on the door because Dwayne was walking around rapping for them. You know, then so happened somebody got to notice him and it's been ever since. He said that's what he wanted to do. La petite renommée de Dwayne, ou plutôt de Baby D, se répand tout doucement dans les rues de la Nouvelle-Orléans, jusqu'à arriver aux oreilles d'un certain Brian Williams, surnommé Baby, un jeune rappeur entrepreneur de la ville qui avait acquis une célébrité locale grâce à son label Cash Money Records qu'il a fondé avec son frère Ronald Williams, surnommé Slim. Baby et Slim étaient en recherche permanente de nouveaux talents. Et Dwayne les a très vite beaucoup intéressés. Il rencontre Baby pour la première fois pendant l'été 1991, alors qu'il n'a que 9 ans, et ce dernier veut déjà le signer. Il faut dire que dans les années 90, il y avait une mode pour les artistes précoces, dont Michael Jackson était la tête d'affiche. Et je pense que Birdman voyait en ce petit garçon d'Holly Grove une potentielle star dans le genre. Le CEO décide d'aller à la rencontre du jeune prodige à l'extérieur d'une boutique de CD et il lui demande de rapper. Et ce dernier lui écrit un texte de rap et le titre du morceau s'appelle Holly Grove. See, rapping to me, I'm saying to myself, look at this little man, look at him. I'm saying, with some development, he could be something. Au départ, sa mère était très réticente à l'idée de laisser son fils, de 11 ans en plus, traîner avec un repris de justice / rappeur / dealer. Mais son compagnon Rabbit a réussi à la convaincre. Et c'est ainsi que Dwayne signe officiellement chez Cash Money en 1993 alors qu'il n'a que 11 ans. Le jeune prodige décrit ce jour comme étant l'un des plus beaux jours de sa vie. Alors il faut dire quand même que les 11 ans de Lil Wayne, ça a été l'âge de toutes les découvertes. Alors quand je dis toutes les découvertes, je pèse mes mots. Alors déjà, il perd sa virginité à 11 ans. I was fucking at 11. I got raped when I was 11, Twist. I loved it. I ain't never pressed charge. Alors c'est aussi au même âge qu'il vend ses premiers grammes, qu'il trouve accidentellement dans sa chambre après que son père en ait fait tomber, parce que oui, Rabbit c'était un dealer. Et bien sûr, il a goûté à sa marchandise. Bon, lui il a pas écouté le conseil de Biggie, hein. Bon, bref. Alors sa signature ne l'a pas du tout sauvé de la pauvreté. Il était trop jeune, il avait pas beaucoup de musique qui sortait, et Cash Money Records, c'était pas encore le Cash Money Records qu'on connaît aujourd'hui. Et puis le peu d'argent qu'il gagnait grâce au label, sa mère récupérait le tout, étant donné qu'il était mineur. Donc de son côté, il a commencé réellement à dealer. Il en parle d'ailleurs dans un morceau extrait de l'album Carter 2. Cependant, toutes les découvertes ne sont pas bonnes à faire et Dwayne va en faire les frais. Le 11 novembre 1994, Dwayne frôle la mort. Alors qu'il est seul chez lui, Dwayne décide d'aller dans la chambre de ses parents. Il regarde ce qu'il y a dans les armoires et il tombe sur une arme à feu, un 9 mm. C'est un pistolet qui appartient à sa mère ou à son père, peu importe. Il décide de mettre de la musique très fort chez lui. Personne ne peut réellement entendre ce qu'il se passe. Il décide de le prendre, de le manipuler. Et là, un coup de feu part.
Dwayne vient de se tirer dessus. Il est touché au niveau du torse. Il commence à se vider de son sang. Allongé au sol, il rampe jusqu'au téléphone pour appeler le 911, le numéro d'urgence. 4 policiers ont répondu à l'appel, dont un officier de police à la retraite du nom de Oncle John. Selon les versions, c'est Oncle John ou Oncle Bob. Je pense que Lil Wayne veut garder absolument son identité privée. Quand les policiers et l'ambulance arrivent sur les lieux, ils disent qu'il n'y a plus d'espoir et que le gamin ne va pas s'en sortir. Sauf Oncle Bob qui va faire tout son possible pour sauver Dwayne. Il arrive à l'hôpital, il est tout de suite pris en charge par le personnel médical. Il se fera opérer dans la foulée et ils diront qu'il a échappé de ça à la mort, car à quelques centimètres près, la balle aurait touché son cœur. Aujourd'hui encore, Dwayne possède des fragments de cette balle dans le corps. Alors la question qu'on s'est posée pendant très longtemps, c'est est-ce que Lil Wayne a tenté de se suicider ou bien c'était un accident? Les réponses de Lil Wayne à ce sujet ont été pendant très longtemps assez vagues, même pour la mère de Lil Wayne. Après quelques semaines de convalescence, Dwayne retourne à l'école comme un véritable héros. Tout le monde veut voir la plaie du jeune miraculé. Et il devient aussitôt populaire auprès des garçons et auprès des filles. Let me see your wound. Let me patch you up. Cause I'm gonna go to school for nursing, so let me do this. Alors, en ce qui concerne les cours en eux-mêmes, Dwayne est un bon élève. Mais il ne pense pas qu'il va s'en sortir avec l'école. Car autour de lui, personne n'a réussi à faire fortune en faisant des études. Par contre, grâce au rap, il y a les Big Timers, Juvenile, Master P, Tupac et j'en passe. Et c'est comme eux que Dwayne veut devenir lorsqu'il sera grand. En 1995, le jeune rappeur fait son entrée officielle en tant que rappeur au sein de Cash Money Records avec le groupe Bee Gees, un duo composé de Baby D, donc Dwayne lui-même alors qu'il n'a que 12 ans, et Lil Dougie qui n'est d'autre que BG qui n'est alors âgé que de 14 ans. Alors je pense que l'idée pour Birdman et Slim c'était de refaire un espèce de Criss Cross parce qu'à ce moment-là Criss Cross cartonnait et ils se sont peut-être dit qu'ils voulaient faire une version stricte. À l'écoute de ces chansons, la mère de Lil Wayne encore une fois a été ultra réticente à ce qu'il sorte un CD avec son fils en train de dire autant de gros mots. Le petit avait la bouche aussi salée que les rappeurs qui avaient 10 ans de plus que lui. Inquiète de la direction que son fils était en train de prendre, Jacida veut absolument qu'il ne sorte pas de musique avec eux et qu'il quitte le label. Mais heureusement, son copain Rabbit l'a convaincu de laisser Lil Wayne au sein de Cash Money Records. Si les figures paternelles des premières années de Lil Wayne n'ont pas été toujours positives, celle de Rabbit en était l'exception. Il était certes un dealer, mais il avait des valeurs et il tenait réellement à Dwayne et à Jacida. Ce qui faisait bien sûr une énorme différence avec les hommes qui ont précédé la vie de Dwayne. Mais malheureusement, cette relation ne durera que 4 ans puisque Rabbit se fait assassiner. En pleine rue, il se prend 7 balles et meurt sur le coup. Le peu de stabilité que Dwayne avait réussi à avoir grâce à Rabbit est parti en fumée. Dwayne doit maintenant devenir l'homme de la maison et faire face à l'adversité. Dans cette période, Dwayne décide donc d'abandonner l'école pour se lancer pleinement dans le rap avec Cash Money Records. Il croit au projet et il pense qu'il peut réellement subvenir aux besoins de sa maman grâce au rap. Et dans la même période, Baby et Slim décident de monter un groupe nommé les Hot Boys. Et Dwayne en fait partie. Alors les Hot Boys, pour la petite histoire, c'est inspiré d'un gang d'assassins originaires de Nouvelle-Orléans dont le grand frère de Baby faisait partie. Et pour marquer ce renouveau, Dwayne décide d'abandonner le D de son prénom, qui est d'ailleurs le même prénom que son père biologique qu'il ne porte pas dans son cœur, donc il devient Wayne, et il ajoute à ça le fameux Lil, donc qui veut dire Lil, donc petit, et qui rappelle que c'est le plus jeune du groupe et aussi le plus petit de taille. Et c'est donc à partir de là qu'il devient Lil Wayne. Hot Boys deviendra l'un des groupes de rap les plus populaires de la Nouvelle-Orléans et même du Sud dans son ensemble. Ils deviendront tellement populaires qu'ils seront mis naturellement en concurrence avec un autre collectif qui faisait beaucoup de bruit dans la même période, No Limit Soldiers, l'idée par Master P, un autre label phare de la Nouvelle-Orléans. Je dirais même d'un quartier ennemi de celui de Birdman. C'est pour ça que jusqu'à ce jour, il y a une rivalité entre les
les deux. J'ai d'ailleurs fait un LSD sur Master P sur ma page. Il faut absolument que tu ailles la voir, surtout si tu aimes tout l'aspect entrepreneur, marketing qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Alors, comme dans tous les groupes de musique, le succès du groupe est souvent dû au leader. Et dans ce cas précis, ce n'est pas Lil Wayne. La star du groupe, c'est Juvenile. Il n'est pas à son coup d'essai avec les Hot Boys, il a déjà sorti un album et possède déjà une notoriété. La période de Lil Wayne avec les Hot Boys sera comme un centre de formation où il apprendra des 3 autres membres du crew que sont BG, anciennement Lil Doogee avec qui il avait le groupe Bee Gees, Turk et donc Juvenile. Et un chef d'orchestre, Mannie Fresh, la moitié des Big Timers. Également, il découvrira les différents aspects de la vie de star, que ce soit les tournées, les tournages de clips, le luxe et la luxure. Bon, comme tu as pu l'entendre, sa vie sexuelle démarre très tôt. Il a d'ailleurs son premier enfant à 15 ans avec son amour du collège, Antonia Johnson. Son premier enfant s'appelle Regine, nom donné en l'honneur de Reginald Rabbit. Le règne des Hot Boys durera 3 ans, le temps de 2 albums, Getting How You Live, sorti en 97, et Guerrilla Warfare, sorti en 99. 2 albums qui ont eu un franc succès. Parmi tous les morceaux enregistrés dans la période des Hot Boys, celui qui marquera le plus la carrière de Wayne et qui laissera par la même occasion une trace dans la pop culture, dans le langage, c'est bien sûr Bling Bling. Lil Wayne a littéralement inventé le mot Bling Bling. Le mot est devenu tellement populaire qu'il est rentré dans le langage courant. Il a même fini dans le Larousse. Collection Bling Bling. Le bling bling. Dans une interview, Lil Wayne a même pris le temps de nous expliquer comment le mot bling bling lui est venu dans le morceau. Shout out Magnolia Shorty, rest in peace. That was a female artist for Cash Money. She helped me come up with that one. The line was, tell me what kind of nigga got diamonds that'll blind you. That shit cool, but you need to do one of them little sound effects you do. What sound diamonds make? Like, fuck, bling? She was like, tell me what kind of nigga got diamonds that'll bling blind you. I did that. Mannie Fresh was like, that's a hook. Fort de son talent et d'une popularité à force d'apparitions marquantes, Weezy sort son premier album solo en 1999 du nom de The Block Is Hot. L'album démarre à la 3e place du top 200 des albums avec 225 000 copies vendues la première semaine et finira à plus d'1 million le 10 décembre 1999. On est parti sur un flop parce qu'à l'époque 229 000 copies c'est un flop, mais 1 million en un an, ça c'est une réussite. À cette époque, impossible de mentionner les artistes du Sud sans citer les Hot Boys. Le succès était incontestable et le tout en indépendant. Mais malheureusement, encore une fois, la stabilité sera de courte durée. En effet, le groupe commence à se disloquer au début des années 2000. Comme d'habitude, pour des raisons financières, Juvenile, la star du groupe, accuse Baby et Slim de l'avoir entubé sur son contrat. Il réclame à Cash Money des millions et décide de quitter le navire. Le départ du maillon fort fait un effet domino sur le reste du groupe et petit à petit, tout le monde part. BG, Turk et même Mannie Fresh, qui était très proche de Birdman, laissant ainsi Lil Wayne seul à bord du navire, sur le point de couler. Le départ des Hot Boys aurait pu sonner le glas de Cash Money Records, mais c'est sans compter le talent de Lil Wayne. En effet, après le départ des stars du collectif comme Juvenile et BG, il se passe plusieurs choses pour Wayne. Tous les efforts sont désormais concentrés uniquement sur lui. Équipe de production, équipe de marketing, communication, bref. Birdman mise absolument tout sur ce gamin qu'il a adopté. C'est son dernier artiste et Dieu merci, pour lui, c'est celui qui a le plus de potentiel. Aussi, il se passe une deuxième chose. Il a réellement la pression pour réussir, sachant que son second album n'a pas trouvé le succès escompté. Il est entré à la 16e place des Billboards la première semaine, ce qui est un véritable flop. Et ces deux ingrédients vont être la recette parfaite du succès de Wayne, parce que c'est à ce moment-là qu'il va se révéler. Son album 500 Degrees, qui fait référence à l'album de Juvenile 400 Degrees, montre son désir de s'imposer comme le nouveau leader du label. Alors pause, dans 400 Degrees de Juvenile, il y a un morceau qui s'appelle Back That Ass Up. C'est celui-ci.
Ça ne te rappelle rien? Je pense que les connaisseurs de mon audience ont déjà capté de quoi je veux parler. Je veux parler de ça. Alors, tu sens l'héritage du Six Gods? Voilà, lui, c'est directement ça. La Nouvelle-Orléans et Houston. Voilà, simple. C'est tout ce que je voulais dire. On reprend. À compter de ce projet, Lil Wayne devient inarrêtable. En 2004, il sort l'album qui marquera le début d'une série hyper emblématique dans le monde du hip-hop qui sera attendue par tout le monde. J'ai nommé The Carter. Pause. C'est d'ailleurs là que j'ai découvert Lil Wayne sur le site MTV à l'époque. J'allais sur internet, je crois que c'était en 2003-2004 avec une connexion AOL. Tu sais, avec le bruit là. Ça coupait la ligne téléphonique et ma mère me criait dessus pour que je me déconnecte d'internet. Bref, et j'avais découvert donc sur le morceau Bring It Back. Et dans ce son, il dit Best rapper alive since the best rapper retired. Il fait référence ici à Jay-Z qui venait juste d'annoncer sa retraite avec le Black Album. Bon, comme tu le sais, il s'est jamais retiré. Hein. Bon. Bref, un rappeur du Sud qui se déclare meilleur rappeur en vie, c'est culotté. Surtout à une époque où la couronne du hip-hop se partage entre Los Angeles et New York. Quoique, à cette époque-là, c'est plutôt à New York. Hein. Los Angeles commençait à être un peu... Yeah. Heureusement qu'il y avait The Game. Bref, mais quand même, Lil Wayne nous rappelle que le Sud a quelque chose à dire et qu'il en est le porte-parole. Le rappeur de la Nouvelle-Orléans va non seulement contribuer à populariser la scène sudiste, mais il va en plus de ça nous montrer qu'ils ne sont pas seulement doués pour faire de la musique festive, mais qu'ils sont également d'excellents lyricistes. Contrairement à Juvie et BG qui ont connu la rue jusqu'à la fin de leur adolescence, au moins, Wayne lui a connu la renommée relativement tôt avec les Hot Boys, donc son vécu dans la rue est beaucoup plus court, donc moins d'expérience, moins de choses à raconter. Et c'est ainsi en fait qu'il a développé un style d'écriture très imagé, criblé de jeux de mots et de métaphores. Le style très particulier de rime de Lil Wayne s'est développé pour combler justement le manque d'expérience dans la rue. C'est pourquoi Lil Wayne n'a jamais vraiment fait de gangster rap, il a juste le gangster rap dans son ADN. Et pour que tu comprennes bien les images, les métaphores que Lil Wayne utilise, je vais prendre un morceau que tu connais probablement, 6 Foot, 7 Foot. Comme tu t'en doutes, Tunechi est convoité par toutes les maisons de disques et ça même s'il est toujours signé chez Cash Money. Jay-Z avait d'ailleurs tenté de le signer pour des cacahuètes. And that man offered me 175. I was looking like 2 teeth in my mouth is 175. Like two of them. En 2005, il sort Carter 2. La cover de l'album détonne complètement avec les précédentes, plus criardes et plus connotées sud. Cette fois-ci, Lil Wayne mise sur la sobriété, le chic et l'intemporalité. Lorsque l'on regarde la cover, il est facile de connaître les intentions de Wayne. Il veut se transcender et marquer le hip-hop et ne plus être simplement considéré comme l'un des meilleurs rappeurs du sud. Il veut simplement être le meilleur rappeur en vie. Ce dernier opus deviendra un classique. C'est l'un des projets, à mon sens, qui a le mieux vieilli. Cet album devient disque de platine en un an et beaucoup de morceaux de cet album sont encore joués régulièrement. Au moment où Lil Wayne sort cet album, il est loin d'être arrivé au top de sa carrière. Bien au contraire, il a l'impression de tout juste commencer. Et il le dit d'ailleurs dans l'un de mes morceaux favoris de cet album où il explique qu'il a la dalle. Il fait en fait un giga flex que je kiffe. J'aime vraiment beaucoup l'ego trip. Hein. I want it like I didn't see a meal before 17. I want it like I didn't hit. I want it like I didn't see a meal before 17. Oh, gros, des shows de ouf! Ces phrases vont être en concordance totale avec ses actions, puisqu'après Carter 2, Lil Wayne va rentrer dans une productivité folle qu'aucun autre artiste n'a réussi à égaler. Mais il faut dire que dans la période 2003-2009, les planètes se sont alignées pour Wayne. Il y a le Sud déjà qui commençait sérieusement à être populaire. Atlanta, Houston, Nouvelle-Orléans avec Wayne.
le développement des mixtapes. Aussi bizarre que cela puisse paraître pour les plus jeunes d'entre vous qui ont commencé à écouter du rap il y a pas longtemps, les mixtapes c'était pas quelque chose de très courant avant et ça s'est réellement développé dans les années 2000, notamment avec 50 Cent ou Wayne. À partir de là, c'est une révolution. Tu n'as plus besoin d'attendre 1 an ou 2 ans avant qu'un artiste que tu aimes bien sorte un album, il va te sortir 1 ou 2 mixtapes avant le grand plat. Et Wayne va en tirer parti et inonder le marché de mixtapes et ainsi imposer son style si particulier, sa voix nasillarde, son rap criblé de jeux de mots et de métaphores. Et c'est d'ailleurs dans l'une de ses mixtapes qu'il se surnomme pour la première fois Weezy F Baby. My name happens to be Weezy F Baby. Amen. Alors, que veut dire le F? Très bonne question. Je sais toujours pas. Dis-moi en commentaire ce que pourrait dire le F parce que je sais pas. Fucking baby? C'est pas assez original. Trouve-moi le mot, tiens. Fais-moi des propositions. En fait, la force de Lil Wayne, c'était de sortir énormément de punchlines et énormément de morceaux. En fait, à cette époque-là, les gens s'intéressaient aux lyrics, plus que maintenant d'ailleurs, mais moins que dans les années 90. Et en fait, avec Lil Wayne, les gens ont à nouveau commencé à s'intéresser aux lyrics. Et moi, par exemple, à l'époque, j'étais pas aussi bilingue qu'aujourd'hui, j'étais plus jeune. Je me rappelle que Wayne, c'était vraiment l'un des seuls artistes pour lequel j'allais faire des recherches en termes de lyrics pour comprendre exactement ces jeux de mots. Et quand j'en trouvais d'ailleurs, j'étais content, tu vois, parce qu'il faisait des fois des trucs très techniques que tu pouvais pas comprendre à moins d'être anglophone. Et des fois, j'en comprenais et je me disais, waouh, il est vraiment fort. Donc, Wayne a vraiment poussé les gens à s'intéresser aux lyrics, au double sens, aux métaphores, etc. C'était l'une de ses grosses forces. Ensuite, la seconde chose, les bootlegs. Avec le développement de l'Internet 2.0 et du téléchargement illégal, un nouveau phénomène se développe. Les mixtape DJs. Ça, c'est vraiment pour mes gars qui ont traîné sur Internet avant 2010. Alors, c'est quoi les mixtape DJs? C'est des DJ qui sortent des mixtapes non officiels, donc des bootlegs, comme on dit, en y mettant des unreleased de Wayne, des morceaux qui viennent de sortir récemment, qui ne sont pas encore dans des projets, et en mettant justement le rappeur en cover. Moi, à l'époque, je me faisais totalement avoir avec ces mixtape DJs. Je téléchargeais absolument tout ce qui sortait de Wayne, parce que c'était Wayne qu'on écoutait, ok? Et donc, j'avais beaucoup de mal à savoir quels étaient ces projets officiels et quels étaient les mixtapes des DJs. Et ce phénomène, Wayne n'en était pas très fan. Je dirais même qu'il détestait ces DJ. Fuck yeah, if you're a mixtape DJ. Bien qu'il déteste ce mouvement qui se sert de son nom et qui potentiellement lui fait perdre un peu d'argent, cela va pourtant beaucoup l'aider à couvrir l'ensemble du marché et surtout lui donner une impression d'omniprésence. En fait, les mixtape DJ, selon moi, à cette époque pour Lil Wayne, c'était un petit peu comme si Lil Wayne était en train de tricher, une sorte de drogue, puisque c'est pas lui qui sortait officiellement ses mixtapes, il en sortait peut-être 1 ou 2, mais il y en avait peut-être une vingtaine qui sortaient en plus, et donc la concurrence avait du mal à se placer à ce moment-là. Et c'est pour ça que si tu étais ado entre 2005 et 2010, c'est impossible que tu n'aies pas écouté du Lil Wayne. Enfin, je dis bien sûr dans le cas où tu écoutes du rap. Okay. Et d'ailleurs, j'avais même vu que Lil Wayne était l'un des mots les plus recherchés dans le monde. Donc tout ça, ça a beaucoup contribué à sa popularité. Dans le hip-hop, lorsque tu es l'artiste le plus chaud, il y a un indicateur en particulier qui montre ta popularité. Eh bien, tu la connais, c'est les feats. Et à partir de 2004, Lil Wayne devient l'invité de choix de tous les rappeurs et chanteurs d'R&B, que tu sois un artiste en développement comme 2 Chainz, ou que tu sois un artiste identifié et confirmé comme Fat Joe. Avoir Weezy F Baby en featuring te garantissait au pire une grosse visibilité, au mieux un hit planétaire. D'après le magazine Fuse, Wayne aurait cumulé entre 1996 et 2016 près de 381 featuring, et ça sans compter ses albums personnels. C'est quand même un truc de malade. Le gars, il est arrivé au Guinness. Lil Wayne est l'un des rappeurs qui travaille les plus durs. Pour moi, il est typiquement dans la veine de Kobe Bryant ou encore Floyd Mayweather. Tu vois, des gens qui sont obsédés par une seule chose, qui sont excellents, et pour le reste, eh ben, même pour des choses du quotidien, t'as l'impression que c'est des gosses. Pour Kobe, je sais pas si c'est un gosse pour le reste, mais en tout cas, il était acharné. Lil Wayne, effectivement, c'est quelqu'un d'ultra obsédé, presque décalé par rapport à son environnement. Il pouvait enregistrer jusqu'à 1000 morceaux l'année, puisqu'il avait 100 morceaux au moins qui sortaient dans la même année. It's nothing like hard work. Pussy, not even pussy. Actually, not even money. Because a lot of motherfuckers get the money without hard work and they don't know what to do. And people that get money without hard work sometimes don't even want the money. But hard work is everything. How do I know?
because I work hard. Plus que d'être une superstar, Lil Wayne devient une véritable icône. L'un des critères majeurs pour être mis dans cette catégorie, selon moi, c'est d'influencer de façon majeure ton industrie au point d'en changer la trajectoire à tout jamais. Et c'est exactement ce que Weezy a réussi à faire et on ressent encore son influence aujourd'hui. Par exemple, les rappeurs qui sortent de la musique en continu via des mixtapes, un petit peu dans le style rap fast food, Future Gucci et 1 milliard d'autres, le rap sous autotune, pas le chant, le rap sous autotune, NBA Youngboy, Uzi, Trippie, les métaphores et les jeux de mots, un tas de gens. Mais je peux citer Drake, Nicki, le flow, Kendrick Lamar, Young Thug. Si un rappeur te dit qu'il n'a pas été influencé par Wayne, c'est que son rappeur favori à lui a été influencé par Wayne. Donc, il a été influencé par Wayne indirectement. Et même esthétiquement, Wayne crée encore aujourd'hui des clones. Avant son arrivée, aucun rappeur n'avait son look. Ça peut nous paraître aujourd'hui faux ou quoi, mais c'est clairement le cas. Ils étaient très peu à avoir des locks. D'ailleurs, à cette époque-là, je crois l'un des seuls à avoir des locks, c'était Wyclef Jean. Ils avaient des tatouages, mais c'était pas des tatouages de rockstar. Et aucun rappeur n'avait de tatouage sur le visage. Ça, c'est clairement lui. Et les grills, il les a remis au goût du jour. Les rappeurs ressemblaient soit à Jay-Z, soit à Iverson, soit à Snoop Dogg, mais personne n'avait une dégaine semblable à celle de Lil Wayne. Et pourtant, en l'espace de quelques années, tous les rappeurs de cette nouvelle génération et les fans ont adopté le look Wayne, jusque même aux choses négatives comme le double cup, donc le cup où il boit son sirop qui le détruit, et au bandana rouge. Clairement, Wayne a popularisé le fait d'être un membre de gang dans sa musique. Alors, tu me diras, il y avait Snoop Dogg, il y en avait d'autres, mais il ne l'affirmait pas comme Wayne l'a fait. Lui, c'était clairement Suwu Gang, tu vois, donc Bloods, etc. À partir de Wayne, ça a commencé à se démocratiser. Contrairement à la plupart des rappeurs qui avaient gardé un look street relativement basique, Tunechi, lui, se plaisait à porter de nouvelles marques. Il a été l'un des premiers, pas le premier, à porter du Bathing Ape. Il a aussi porté du True Religion, c'était pas aussi le premier, ou encore Ed Hardy. À chaque fois que le rappeur portait l'une de ces marques, leur popularité explosait. Lorsque l'on regarde le look de Young Thug ou encore Uzi, on peut aisément dire qu'ils ont été influencés directement par le boss de Young Money. Alors, pas seulement par les pièces, mais par l'ouverture d'esprit. Le fait justement de porter des choses hyper excentriques. Ça, c'était un truc qui ne se faisait pas. Et Lil Wayne, en quelque sorte, a ouvert la porte à l'excentrisme pur dans le hip-hop. Il y en avait d'autres, encore une fois, mais le plus populaire et le plus influent, c'était quand même Wayne. Suite au succès de Carter 2, il sort un projet qui m'a marqué à titre personnel, Like Father, Like Son, avec celui qui est devenu légalement son père adoptif, Baby aka Birdman. Dans l'un des morceaux, Wayne revient sur le lien émotionnel qu'il entretient avec Birdman depuis ses 11 ans et les soucis qu'il avait rencontrés avec sa maman. Parce que rappelle-toi, sa maman n'était pas d'accord qu'ils travaillent ensemble. Et je peux te dire que depuis, elle a changé d'avis. Après s'être imposé dans le rap en l'ayant transformé puis saturé, Weezy avait conscience d'être arrivé à la fin d'un cycle. Il veut passer au stade supérieur et conquérir le monde entier en devenant la pop star numéro 1. Mais pour cela, il faut à nouveau tuer Lil Wayne. On arrive en 2008 et Lil Wayne est sur le point de boucler le 3e opus de sa série d'albums. Alors, depuis que j'écoute cette musique, je pense que Carter 3 est l'un des albums les plus attendus que j'ai jamais vu. Avec Watch the Throne, je crois que c'est les deux albums qui étaient les plus attendus. Avec cet album, Lil Wayne a d'ailleurs plusieurs ambitions, transcender le hip-hop et devenir une superstar à part entière. Alors ça reste du rap, mais musicalement c'est très mélodique et c'est quelque chose de relativement neuf, mais ça reste du rap. Pour cela, il prend des cours de chant, des cours de guitare, et se familiarise avec l'autotune. See, I'm just 25, so 28, 29, you be looking for a Lil Wayne album to be full of rap, full of singing, the best songs, not the best singing. C'est l'un des premiers artistes, à part T-Pain, à vraiment utiliser l'autotune en tant que rappeur. Parce qu'il a compris qu'il fallait faire des chansons plus pop et donc l'autotune était un outil excellent pour ça. Lui et Kanye West sont d'ailleurs les artistes à avoir le plus œuvré à cette ouverture musicale. Lorsqu'il sort son premier single, Lollipop, c'est le raz-de-marée.
Le morceau affole les compteurs et ça donne un avant-goût de ce que va être l'album. Quelques mois plus tard, Carter 3 est disponible. Il fait disque de platine en une semaine, malgré le fait qu'il ait leaké une semaine avant et qu'il ait été téléchargé illégalement 1 million de fois avant. A million? A million? Alors parmi les morceaux qui m'ont marqué de cet album, tu as Millie, le hit qui n'a aucun refrain, ou encore Mr. Carter avec Jay-Z en featuring. À cette période-là, il revenait de la retraite et il lui a envoyé un couplet incroyable. C'est d'ailleurs dans l'un de ces morceaux que j'avais capté un jeu de mots de Lil Wayne que j'avais beaucoup apprécié, que je te fais écouter maintenant. Donc voilà, c'était un petit peu comme des reliques qu'il fallait trouver dans la musique de Lil Wayne. Avec cet album, il remporte 4 Grammy Awards. D'ailleurs, dans cette cérémonie, il performe le morceau Swagger Like Us. C'est pas un morceau de Lil Wayne, ok? C'est un morceau de T.I. qui de base était un morceau de Kanye West, si je me trompe pas. Mais c'est un morceau qui a marqué l'époque. Pourquoi? Parce que c'était un morceau avec 4 God MCs en même temps qui acceptent justement de poser ensemble. Wayne, Kanye, Jay-Z et T.I. L'une des performances les plus marquantes. Bref, Carter 3 le propulse au sommet, Lil Wayne est à son apogée. Bon, vu qu'on est sur le Carter 3, j'ai un talent iconique qui m'a fait un excellent freestyle sur le morceau Lala, extrait donc de cet album. S'il vous plaît, en commentaire, donnez-lui un maximum de force. Fais pas ci, fais pas ça. Ouais, chasse skip tranquille, ça se passe. Vis ta vie, on est de passage. Comment ça se fait? 30 piges, pas de taf. Tout le monde veut me donner son point de vue. Genre, ils ont la recette pour faire plein de thunes. J'écoute pas Romé Cavo dans le verre, que des blabla, que des paroles en l'air. Taf bien, t'auras peut-être une augmentation, juste un moyen de pression. Fais-toi prendre sur la photocopieuse, t'es sûr de faire bonne impression. C'est toujours paye, si paye ça, j'aurais fait comme si moi, si j'étais toi. Et même si je t'aime pas, je viendrais te serrer la main si je te croise. T'auras beaucoup d'argent si tu travailles bien à l'école. J'ai un master en économie, mais j'ai pas d'économie. Maman m'avait promis qu'elle arrêterait l'alcool. Peut-être elle comprendra quand son foie changera de coloris. Prends ce que la vie te donne, sois pas trop naïf boy. Quand maman prenait des droites par son nouveau gars, elle nous faisait croire que c'était le big love. Je m'en tape de qui tu connais, qui te follow, qui te connaît. Au bout de qui t'es collé, tout est faux. Fais gaffe à qui te promet. En plus du succès retentissant qu'il connaissait en tant qu'artiste, Wayne travaillait en parallèle de ça sur un autre projet. Dans celui-ci, il est plus en retrait. Il porte la casquette de producteur et de DA. Il a rassemblé une dream team d'artistes en tout genre avec lesquels il travaille depuis 1 an ou 2 et avec qui il a été en tournée. Ces artistes-là sont des inconnus du grand public, mais il compte bien les mettre en lumière. Alors le nom de ce projet, c'est Young Money. Alors initialement, crois-le ou non, Young Money était un label d'R&B. Alors, tu me crois pas, je sais. Je vais te mettre un extrait où Lil Wayne le dit lui-même. I got my own label, Young Money Records, which is only an R&B label. Alors, Young Money est un label de la filiale donc de Cash Money, donc qui est dirigé par Birdman Jr. aka Lil Wayne. Alors, parmi les artistes du label, tu as Lil Twist, Gotta Gotta, J Mills, Nicki Minaj, Tyga ou encore Drake. Fin 2009, il sort We Are Young Money, l'album du collectif qui servira de tremplin pour les talents du label dont Nicki Minaj, Tyga et Drake. Et donc, on connaît la suite. Malheureusement, son ascension avec son nouveau collectif va quelque peu être freinée à cause de problèmes judiciaires. En effet, le rappeur a plaidé coupable à une affaire qui traînait depuis 2007, une histoire de port d'armes illégale. Il est envoyé 8 mois en prison entre 2009 et 2010. Alors, son incarcération aurait pu être une nouvelle mort. Et pourtant, il survit. Il sort 2 albums en 2010, I'm Not a Human Being et Rebirth. Alors, Rebirth, c'est clairement dans l'idée de renaître à nouveau. Alors, pourquoi Rebirth? Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté cet album, c'est la période rock de Lil Wayne. Et Lil Wayne, comme je te l'ai dit, il veut transcender le hip-hop, il veut toucher d'autres genres. Et on est à une époque où les deux genres, hip-hop, rock, ne sont pas encore hyper fusionnels, si tu veux. Les gens tentent des choses, essayent de mélanger les genres. Et Lil Wayne, ça a été l'un des artistes qui a été le plus loin de ce côté-là. Et ça n'a pas marché. C'est un album qui a déplu. Donc, c'est une renaissance qui n'a pas vraiment fonctionné. Mais il n'est pas mort pour autant. Il a essayé de se réinventer. Comme il s'était réinventé entre Carter 2 et Carter 3.
3. Alors certes, ces albums n'ont pas eu autant de succès que Carter 3, mais Wayne n'avait jamais eu autant d'argent que cette année grâce à sa productivité accrue. Alors ces quelques paroles résument à la perfection l'état d'esprit de Wayne en 2016. Entre 2011 et 2016, il a traversé beaucoup de choses. Il a frôlé la mort à plusieurs reprises à cause de son addiction à la lean. Depuis son adolescence, il est addict à ce sirop pourpre. Au début, il en buvait à des fins récréatives et surtout parce qu'il était influencé comme tout le monde par les rappeurs du Sud, type UGK, 3-6 Mafia. Et tout doucement, c'est devenu pour lui un moyen de noyer sa peine. I don't do this to be cool. I did this because I was sick. Le rappeur a fait 2 crises d'épilepsie à cause de ça qui ont failli être fatales, une en 2013 et une en 2017. Aussi, très important, il entre en conflit avec son père adoptif, Birdman, qu'il accuse de lui avoir volé de l'argent et il lui réclame 50 millions de dollars. En plus de ce conflit, sa musique est retenue en otage par Cash Money. Il ne peut donc pas sortir le 5e opus de sa série d'albums, Carter 5. Dans cette partie, je vais pas trop rentrer dans les détails. J'en ai suffisamment parlé dans ma vidéo avec Young Thug, où je reviens en détail sur l'époque 2010 de Lil Wayne, les conflits avec Young Thug, avec Birdman, etc. Donc tu peux retourner sur cette vidéo pour tout savoir. Financièrement, il est également en crise. Il doit 14 millions au fisc américain. 14 millions. C'est d'ailleurs pour ça que dans cette époque-là, Lil Wayne était tout le temps en tournée parce qu'il devait rembourser ses dettes et vivre. Il pouvait pas sortir de musique et la seule chose qu'il avait, c'est son catalogue et la possibilité donc de faire des tournées. Et étant donné que Lil Wayne, c'est un monument, les gens vont le voir. D'ailleurs, je me rappelle quand on a été au BET Pop Awards en 2018 et que Lil Wayne a eu le Icon Awards lors de la cérémonie. Lil Wayne a été traité à Miami comme si c'était Michael Jackson. On pouvait pas rester à certains endroits dans les coulisses de l'événement, on devait partir parce que attention, Wayne arrive, il faut qu'il soit à l'aise, etc. En fait, c'est le rappeur qui était vraiment traité comme s'il était fragile, tu vois. Donc Wayne, aux US, que tu ailles à Miami, que tu ailles à Atlanta, que tu ailles où tu veux, c'est quelqu'un d'ultra respecté et d'ultra adulé, ok? Un peu plus que les autres, parce que dans cette cérémonie-là, il y avait d'autres têtes. Mais Lil Wayne, c'était... c'est Lil Wayne, attention. En plus de ça, la prison lui pend à nouveau au bout du nez, une nouvelle fois pour possession d'armes et de drogue. Et cette fois-ci, la sentence promettait d'être beaucoup plus salée. Avec tous ces problèmes qui se cumulent, ça a été très difficile pour lui de rester populaire auprès de la nouvelle génération, qui pourtant reprend absolument tout ce qu'il a apporté au game. À l'heure actuelle, très peu d'artistes n'ont pas repris quelque chose de Lil Wayne. Même le fameux Lil devant le nom de tous ces rappeurs de SoundCloud, ça vient de Lil Wayne. Pour des gars comme moi qui l'ont vu s'élever, j'ai pendant longtemps eu l'impression qu'il était toujours à la mode auprès, on va dire, de la nouvelle génération, tellement il était présent, même sans lui-même sortir de la musique. Mais il faut dire que tous les artistes qu'il a aidés dans les années 2000 lui ont tendu la main dans cette période difficile. Je pense notamment à DJ Khaled, qu'il a aidé à mettre en lumière, 2 Chainz, à qui il a donné son tout premier hit. Ils ont fait un projet en commun qui l'a beaucoup aidé. Et je pense également à Rick Ross, qui a pris sa défense. Mais Dieu merci, après des années de conflits avec son label, il finit donc par se réconcilier avec Birdman. Alors tout ça, encore une fois, j'expliquais dans ma vidéo sur le sujet. Il obtient de sa part 50 millions de dollars, exactement ce qu'il avait demandé, et tout ça sans passer par un procès. And I wanted to apologize to my nigga worldwide to let him know that, you know, that nigga put his life in my hands and I'm gonna keep it real with that nigga. We gonna do this shit till the day we die. This is why I'm seeing beef for dick. En parallèle de ça, Jay-Z l'a aidé à rembourser ses dettes, les 14 millions de dollars. Et d'après ce qu'on m'a expliqué, à la fin de chacun des concerts, Lil Wayne, jusqu'à ce jour, remercie Jay-Z. Et aussi, si tu suis l'actualité, Donald Trump l'a gracié. Alors, ils ont pris une photo ensemble. Il a endorsé Donald Trump pour la dernière élection et c'est ça qui l'a permis d'être gracié. Donc, on sait pourquoi il l'a fait. Lil Wayne, c'est pas quelqu'un qui est vraiment dans la politique. Une fois tous ces conflits terminés, c'est reparti de plus belle. Il sort le très attendu Carter 5 qui débute à la première place des charts avec presque 500 000 copies vendues la première semaine. Monstrueux. Wayne fait ce qu'il sait faire de mieux, de l'ego trip. What the fuck though? Where the love go?
5, 4, 3, 2, I let one go. Wow, get the fuck though. I don't bluff, bro. Il s'essaie aussi au storytelling avec Kendrick Lamar. She say what's wrong, he say nothing, keep resting. She say what's missing, how you know something missing. He scratched his head, she say get back in bed, and she gave him some head. Et aussi, il se livre sur l'un des événements les plus traumatiques de sa vie, cette fois où il s'est retrouvé seul chez lui à Holly Grove, qu'il a pris le pistolet de sa mère et qu'il s'est donc tiré dessus. Ce n'était donc pas un accident comme il l'a souvent dit, non, Lil Wayne avait tenté de se suicider. Nobody was home to stop me, so I called my auntie. Hung up, then put the gun up to my heart and find it. Too much was on my conscience till we start about it. Too torn apart about it. I aimed where my heart was pounding. I shot it, and I woke up with blood all around me. It's mine, I didn't die, but as I was dying, God came to my side and we talked about it. He sold me another life. Aujourd'hui, on a le fin mot de l'histoire. Depuis, Lil Wayne continue à exister dans le paysage musical et il s'est encore réinventé. Il a sorti un album du nom de Funeral en 2020, dans la logique de Rebirth Funeral, un petit peu ce que j'ai expliqué plus tôt. Et d'ailleurs, en ce moment, il semble utiliser la même stratégie qu'entre 2005 et 2009. Il fait un maximum de featuring avec les nouveaux artistes. Parmi eux, Polo G, Lil Baby, DaBaby, Tyler the Creator, NBA Youngboy, Rich the Kids, avec qui il partage d'ailleurs tout un projet. Et c'est ça qui est cool avec Lil Wayne, c'est qu'il n'hésite pas à bosser avec les petits poussins. Et bien sûr, il continue à bosser avec ses poulains, Nicki Minaj et Drake. Et d'ailleurs, ce dernier continue de montrer une reconnaissance et un respect qui fait grave plaisir. Alors s'il y a bien une chose que l'on doit retenir de Lil Wayne, c'est qu'il est possible à chaque fois de se réinventer. Peu importe les tragédies, peu importe les obstacles, il y a toujours moyen de les surpasser d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est la fin de ce méga LSD, ok? Alors, comme tu as pu le voir dans la vidéo, il y a eu plein de talents de la Iconic Mafia qui ont été distillés ici et là, que ce soit des petits freestyles, que ce soit des visuels, que ce soit l'instru. Bref, tous les trucs que tu as pu voir ici et là. J'ai mis le lien de leur compte Instagram dans la description. Ils sont vraiment tous très talentueux. Ils viennent de mes concours, ils viennent justement de l'annonce que j'ai faite il y a quelques semaines. Et justement, c'est ce qu'on va faire de plus en plus avec la communauté qu'il va y avoir sur le Discord et sur le site. C'est que les talents qui seront là-bas, on va organiser ce type de challenge-là pour que vous puissiez être mis en lumière sur le compte Instagram ou alors sur une vidéo. Donc, si tu es intéressé par ça, donc n'hésite pas à t'abonner au site. N'oublie pas aussi de liker cette vidéo. J'aimerais qu'on essaye d'exploser la barre des likes vraiment sur cette vidéo. N'oublie pas de la partager et n'oublie pas de commenter un maximum, ok? Donc, c'était Chris d'Iconic pour te servir. Merci encore à vous. Cheers!